Il est temps maintenant de laisser l'année 2004 derrière nous et de nous concentrer sur l'année 2007, avec une toute nouvelle série, Cutie Honey The Live, et comme son nom l'indique, une adaptation live de Cutie Honey. Mais cette fois sous forme de série de 25 épisodes et non pas sous une forme de film. Alors, rien à voir avec la version de Hideaki Anno, c'est un nouveau projet qui repart de zéro. Bon, après de zéro, on reste dans la même tambouille, Cutie Honey, étudiante, pouvoir, Panther Claw. Je pense que vous commencez à comprendre la chanson au bout d'un moment. Et bon, faut bien se distinguer un petit peu, cette fois, pas de Sister Jill. Et au lieu d'avoir une androïde à suivre, nous allons en avoir trois. Trois Cutie Honey, avec chacune son tempérament, l'une d'entre elles étant plus proche de la vigilante ultra-violente anti-héroïne que du modèle de droiture et de justice. Globalement, j'ai plutôt apprécié la série, surtout pour son côté over the top. Alors, j'ai déjà dit la même chose pour le film de Anno, sur le côté over the top, mais le film de Anno avait un côté plus coloré et cartoonesque. Ici, c'est bien plus sombre, mais plus créatif, avec des scènes de combat, de chorégraphie bien plus soignées. Un truc que j'ai vraiment adoré dans cette série, c'est que chaque combat a un ton différent selon le personnage qui se bat. Par exemple, Oni, qui est un personnage un peu plus joie de vivre, va beaucoup se battre en donnant des coups de boobs, ou alors la caméra va se placer de façon à jouer avec la perspective pour avoir des petites idées visuelles assez intéressantes. A contrario, des personnages comme Yuki va avoir des combats beaucoup plus crus et beaucoup plus violents avec une pointe de gore et accompagnés d'une musique dramatico-épique. Elle est cool sa musique, elle est vraiment cool. Bien qu'il nous manque l'emblématique Sister Jill, c'est un peu dommage de pas l'avoir mis dans la série, on va faire avec. Je trouve que la série s'en sort bien, on a un panel de méchants qui est plutôt marquant, entre la poissonnière qui balance des missiles avec son ventre, que je trouve toujours très gênant, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours mis mal à l'aise, ces scènes-là. On a aussi une espèce d'ado, émo, Dark Sasuke qui se bat avec des plumes tranchantes au bout des doigts, et qui peut d'une seconde à l'autre devenir un ado génial en train de pleurnicher. Je sais pas, je trouve ça génial, mais ça ne battra jamais mon préféré. Dans la série, il y a un homme d'affaires ultra classe, avec un accent anglais à trancher au couteau, qui donne toujours l'impression d'être capable de garder son calme en toutes circonstances, jusqu'à ce que la moindre contrariété lui fasse dire ce magnifique SHIT! 気にしないでください。いずれにせよ。 Et en faisant le montage avec les extraits et tout, je viens de me rendre compte que j'en ai oublié une. La dominatrice qui passe son temps à humilier tout le monde avec des œufs. C'est un peu dégueu, je vous l'accorde. Après, j'ai quand même un peu de mal avec la longueur de la série. Elle est vraiment chouette à regarder, je dis pas. Mais 25 épisodes, c'était vraiment trop long. Arrivé à la moitié de la série, c'est pas que j'ai décroché, mais je trouvais que la série n'avait vraiment plus rien dans le ventre. Je pense que moitié moins d'épisodes, ça aurait été mieux, surtout que, arrivé à la moitié de la série, il y a une baisse dans la créativité générale, ce qui est vraiment dommage pour une série qui était très créative à la base. L'année suivante, en 2008, sortira Honey on Yukiko Hime Cutie Honey Heroine Daisakusen, un manga dans la même vibe que Dynamic Heroes, mais centré uniquement sur les personnages féminins, du studio Dynamic Studio. Oui, du coup, studio Dynamic Studio, ça fait un peu répétitif, je suis désolé. Du peu que j'ai vu, c'est vraiment dans la même vibe, mais avec moins de personnages. Donc si la série est écrite aussi bien que Dynamic Heroes, faut pas attendre grand chose. Et la même année sortira aussi un petit crossover avec Solid Snake, pour célébrer la sortie de Metal Gear Solid 4, et tout ce qui nous reste de ce crossover, ce sont ces deux planches. Bah bravo, vous avez fini une série Cutie Honey avec uniquement les deux planches de ce crossover. Moi je dis ça s'applaudit.
En 2009 sortira Cutie Honey vs Abashiri Family. Son nom l'indique assez bien, c'est un crossover entre Cutie Honey et la famille Abashiri. J'en ai très vite parlé dans ma première vidéo, mais la famille Abashiri c'est un manga qui est sorti avant Cutie Honey, et donc Cutie Honey a repris énormément d'éléments. Notamment le design de Danbei, qui est repris du personnage de Daimon, l'empreinte du nom et du physique de Honey, qui vient à la base du personnage de Mademoiselle Honey, ou encore le personnage de Naojiro, que l'on ne retrouve pas dans le manga Cutie Honey, mais que l'on retrouve dans l'anime de 73. Pour en revenir au crossover, c'est juste un crossover de 2 chapitres, dont il y a vraiment pas grand chose à dire en fait. Cutie Honey jouera un rôle, sans être principal, dans le manga Shin Mazinger 0. Elle fera partie de la masse de combattants du côté des gentils, bien que vraiment figurante au début, elle deviendra un personnage central du climax de la série, en allant jusqu'à prêter ses pouvoirs à d'autres personnages. En gros, c'est l'histoire de Mazinger devenu méchant, Mazinger détruire l'humanité, Android envoyer un humain dans le passé, sauver le futur. Ah, le futur passé. Le futur du passé qui est un futur alternatif du futur présent... Retour vers le passé. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans cette série, c'est qu'elle se concentre vraiment sur les personnages importants. Dedans, il y a plein de personnages de Go Nagai, mais ils sont juste là pour rendre les figurants plus marquants, mais sans trop prendre le devant de la scène. En gros, une histoire crossover qui a compris que le plus important reste ce qu'il raconte, et pas juste faire un défilé de personnages en mode... J'ai compris la référence. Et pour en finir avec 2009, elle apparaîtra aussi dans le manga Mazinger Otome, une série reprenant les gros robots de Go Nagai, mais sous une forme humanoïde, dans une comédie d'action humoristique. Ici, Oni a vraiment un rôle anecdotique, c'est juste l'héroïne d'un manga de romance lesbienne avec Sister Jill. Et en gros, il y a un chapitre de Mazinger Otome qui tourne autour de ce manga de romance. C'est vraiment anecdotique, c'est vraiment du caméo. L'année suivante, Oni sera au cœur du mini-crossover Emna vs Dodron Hemna-kun Gaiden, un unique chapitre qui se lit en moins de 5 minutes, mais très joliment dessiné. Vous attendez que je développe le manga ? C'est juste Oni qui rencontre Emna, c'est ça qu'elle s'appelle ? Ou il s'appelle, j'ai même plus compris si c'est un garçon ou une fille. Bref, c'est joli. Voilà, c'est joli. Bon, allez, suivant. On va un peu speedrunner l'année 2011. En gros, il y a plusieurs personnages de l'OAV Mazing Kaiser SKL, donc c'est une version Dark Age in Mazinger, qui ont des noms des transformations de Oni, voilà. La même année, l'anime Ghastly Prince Emna Burning fait une référence à Cutie Honey et Keiko Kamen en même temps avec le personnage de Keiko Honey. Voilà, ça, vous avez l'image, vous voyez ce que c'est. Et pour finir, il y a eu un jeu mobile, Cutie Honey Love Flash. Ce jeu existe. Et je n'ai aucune image du jeu, c'est pas faute d'avoir essayé, et j'ai pas compris c'était quoi le principe du jeu. Voilà, j'ai cherché, j'ai pas compris. Voilà, 2011 c'est fait. 2012 maintenant, donc un peu plus croustillant. Cette année, on a le one-shot Oni Versus. Versus quoi ? Si vous avez pas la référence, vous l'aurez pas. En gros, c'est un mini-crossover dans lequel Oni rencontre Ryoma de Getter Robot. C'est surtout un petit one-shot d'action avec un scénar tenant sur un quart de post-it, je dirais même un huitième de post-it, mais c'est joli pour la rétine. Cette même année sortira Hoedo Honey, un one-shot déjà plus intéressant. En gros, pendant une baston entre Honey et Sister Jill, elles ont toutes les deux été transportées à l'ère Edo, ce qui donne plein de prétextes pour donner des transformations à Oni en lien avec cette époque. Par exemple, une pratiquante du Shibari, ça j'aime bien, une ninja ou encore une geisha, le tout soutenu par un trait que j'aime beaucoup. Et petite particularité qui fait vraiment plaisir, le dessin de la transformation de Oni montre le catalyseur d'éléments aéroportés au niveau moléculaire. Je trouve ça très cool. Ça n'a jamais été fait, c'est joli, c'est très cool. Voilà. Et pour finir l'année 2012, Eiko Masayama, la première doubleuse de Oni dans l'anime de 73, reprendra le rôle de Cutie Honey dans une série de spots publicitaires. Des spots publicitaires afin de vendre des... Vous savez quoi, je vais vous laisser deviner.
ぽっちゃりしてない？明らかにぽっちゃりだね。バレてる。そんなあなたに飲んで超綺麗変わるわよ。ハニーフラッシュ。いや、あと変身は嫌。変身しないんだ。今ちょっとぽっちゃりだから。ちょっとじゃないでしょ。ちょっとじゃないね。そんなあなたに飲んで超オフカロ変わるわよ。Vous l'avez sans doute compris, c'est de la pub pour des suppléments alimentaires afin d'aider à la perte de poids. 2013 fut une année assez maigre. Suite à l'annulation d'un projet d'OAV, il ne reste donc qu'un unique crossover, Cutie Honey versus Devilman Lady. Je ne connaissais pas du tout Devilman Lady, mais je connais l'univers de Devilman via le manga de 72. Ce spin-off va donc croiser les univers de Devilman et de Cutie Honey. Et franchement, ça marche bien. Du fait que les ennemis de Devilman et les ennemis de Cutie Honey partagent le fait d'être tous les deux des humains avec des éléments d'animaux dedans, ils se marient plutôt bien ensemble et ça investit vraiment les deux héroïnes dans une lutte commune. Après, il y a quand même des histoires de quiproquos, de Cutie Honey qui pense que Devilman Lady c'est en fait un membre de Panther Claw, parce que, on va pas déconner, elle a quand même vachement le physique d'un membre de Panther Claw. C'est pas un crossover révolutionnaire, mais il est rapide et très agréable à lire. Ça a été agréable. Voilà, ça a été agréable, je vais pas le cacher, j'ai bien aimé. En 2014, on a le jeu mobile Robot Girl Zen Online qui propose une petite campagne sur le thème de Cutie Honey, avec l'implémentation des tenues alternatives de Z-chan et de Get-chan, donc des versions humanoïdes de Getter Robot et de Mazinger Z, à l'effigie de Honey, et l'apparition de Honey et Sister Jill en personnages invités. En 2015, Oni combattra les extraterrestres de l'armée de Vega aux côtés du prince Flid dans le manga Grandizer Giga. Un manga assez sympathique, bien que très classique et typique de Go Nagai, qui ne cache pas d'être une histoire autour de Grandizer avec Oni en tant que guest, sans forcément mettre les deux icônes sur un pied d'égalité, un peu comme l'avait fait Shin Mazinger Zero. La même année sortira le jeu gacha mobile Super Robot Taizen X Omega, un énorme crossover reprenant les mechas de tout horizon, que ça soit des séries de Go Nagai, les mechas de la Sunrise comme Gundam ou Code Geass, ou encore les mechas de la Gainax avec Evangelion ou Gurren Lagann, et encore plein d'autres que je connais pas du tout. Bordel, y a même un Mecha Godzilla Eva 01. Ça reste toujours moins con que le Brachydios Eva 01 de Monster Hunter Explore, mais ça reste quand même con. Bref, revenons à notre sujet, Cutie Honey sera jouable sous deux formes dans le jeu. La première sous forme de mecha provenant du manga Mazinger Angel, introduite pendant la troisième vague d'ajout de contenu du jeu, dont je n'ai su trouver aucune date d'ajout de cette troisième vague. Quant à la deuxième forme, humaine cette fois, elle arrivera dans le jeu en 2018, dans l'event spécial autour de l'anime Cutie Honey Universe. Chut, tais-toi. 3, c'est pas l'heure. 2. Ah, bon bah, on passe à autre chose alors. On est enfin arrivé au bout de la chier de crossover. Bon, on n'a pas encore fini notre périple de Cutie Honey. Vous inquiétez pas, je vais pas encore vous lâcher. Car en 2016 sortira le manga Gekiman Cutie Honey Chapter. Gekiman, c'est une autobiographie fictive de la vie de Go Nagai, donc chaque arc tourne autour d'une des icônes du mangaka. Entre 2016 et 2017, nous aurons le droit à l'arc dédié à Cutie Honey. Enfin, nous aurions... comme d'hab, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Voilà. Je trouve ça un peu dommage parce que j'aime bien connaître l'origine de création d'une œuvre. Après, j'ai ouï dire que c'était une version quand même vachement romancée, donc pas forcément très parlante de la réalité. Bref. Mais ce manga sera spécialement produit pour aller avec une nouvelle adaptation live qui sortira quelques mois plus tard. ひとみちゃんは味方だろ昨日だってついてこないで。ひとみちゃんだってまだひとみちゃんって慣れ慣れしく呼ばないで。ひとみちゃんおおターゲットを確認しました。やっと見つかった。 Alors, pour résumer très simplement ce que j'ai pensé du film... On s'emmerde. On va balancer le positif tout de suite. Le film a reçu pas mal de soins vis-à-vis des décors et des effets spéciaux. C'est plutôt beau et les moyens sont mis pour rendre tangible l'univers que le film dépeint. Après, l'univers est assez classique. C'est un monde futuriste contrôlé par une IA qui déteste les humains avec des bidonvilles pollués au pied de villes riches, y rejetant leurs déchets. La ville en haut
et la plèbe qui vit en bas. Métropolis. Faut arrêter. 1926. Non, mais il faut arrêter. Non, mais attends, C'est un film d'adolescent sur 2, il y a une ville en haut et la plèbe en bas. ben, c'est grâce à Inverser, tu vois, changer le truc. Non, mais attends, il y a- mettez les riches dans des mines, je sais Alors, pas. ta Faites gueule. autre Vous chose. l'avez vu. En soi, la représentation la plus classique qu'il soit de la lutte des classes au travers d'un world building. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est un trope assez classique, mais qui sans un petit plus ne marquera personne. Et dans Cutie Onityr, bah il manque ce petit plus, l'univers s'arrête à ce trope. C'est tout. Ça va pas plus loin. On pourrait dire que Oni apporte le côté lumineux et loufoque de cet univers. Mais Oni est beaucoup trop sérieuse. Bien qu'elle utilise ses pouvoirs comme dans le manga de 73, elle ne joue jamais avec ses amis, elle n'est jamais espiègle, elle est pas attachante. Tout comme le film de Hano, je ne retrouve rien du charme de Oni. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette Oni de tir est Cutie Oni? Car je ne l'ai pas dit, mais dans ce film, le personnage ne s'appelle pas Oni Kisaragi, mais Hitomi Kisaragi. Pourquoi changer son nom? J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et son rôle dans le film, la méchante IA envoie les forces de l'ordre la traquer pour récupérer son catalyseur d'éléments aéroportés. Comme dans la plupart des séries centrées sur Cutie Oni, j'ai rien à dire de plus. C'est assez fidèle à l'esprit du manga de 73. En gros, Cutie Onityr, c'est oubliable. C'est beau, mais c'est une histoire que vous avez déjà vue des tas de fois, en mieux, dans un univers assez lambda avec un mini skin Cutie Oni pour faire vendre. Clairement, pour ce genre d'univers futuriste, tournez-vous plutôt vers des œuvres cinématographiques comme Cyberpunk Edge Runner ou le Judge Dredd de 2012. Après, si vous êtes vraiment en manque de ce genre d'univers, ok, regardez Cutie Onityr, c'est pas désagréable à regarder. 2018 sera une année particulière car elle marquera les 50 ans de la carrière de Go Nagai, et pour l'occasion, autant remettre sur le devant de la scène certaines icônes de l'auteur, notamment Cutie Oni, avec Cutie Oni, le pachinko, et Cutie Oni, la machine à sous. Oui, ça existe vraiment, et on s'en fout. Le plus important, c'est... ミッションシャネリ秘密の花園ねえハニー言えない聞けない謎なのねえハニーはちきれ空胸の内敵必知らないふりふりいけない待てないギリギリハニータイムハニーマジックダダダダリダ Cutie Oni Universe est un animé de 12 épisodes, qui nous présente une nouvelle itération du personnage, maintenant vous en avez l'habitude. Une version extrêmement proche du manga de 73, y reprenant pas mal de scènes, mais pas forcément dans le même ordre. Racontant une histoire tout à fait inédite. Nous y suivons une Oni lycéenne déjà en activité depuis des années, ne connaissant pas encore Sister Jill, mais qui va apprendre à la découvrir à travers des traits de l'inspecteur Janet, une femme très intéressée par Oni. Oui, très intéressée dans le sens dont vous pensez. Bravo les lesbiennes. D'ailleurs, tout l'anime va être centré autour de l'homosexualité de ces personnages féminins, mais contrairement au manga de 73, ici ils sont respectés et ne sont pas juste des gimmicks rigolos. Oui, même Naoko. Naoko qui retrouve son physique disgracieux, mais qui est très touchante. Dans cette version, Naoko est vraiment amoureuse de Oni et se déclare à elle. Là où dans le manga de 73, Naoko, c'est une grosse conne que Oni s'amuse à humilier. Dans Universe, c'est une jeune fille sincère qui se déclare à son crush, mais qui se prend un râteau bienveillant de la part de Oni qui ne partage juste pas ses sentiments. Et oui, c'est comme ça qu'il faudrait faire une non-romance lesbienne du coup. Mais c'est pas Adrien que j'aime. Oh, mais qui alors? Je suis extrêmement flattée. Sincèrement, Zoé. Et l'homosexualité des personnages ne se limite pas à Sister Jill et Naoko. Elle est au centre du développement de plusieurs personnages, comme Natsuko et Tarantula Claw. Tarantula Claw, l'une des membres de Panther Claw les plus importantes et récurrentes à travers les différentes adaptations de Cutie Oni. Dans Universe, elle devient un vrai personnage, là où depuis 50 ans, elle est plus une sorte de bras droit un peu oubliable de Sister Jill. D'ailleurs, Tarantula Claw est l'un de mes personnages préférés de Universe.
Elle est à la fois fascinante à suivre pour les doutes qu'elle a, et extrêmement touchante pour tout le bien qu'elle apporte aux autres personnages. Mais le plus important, et que vous avez sans doute remarqué avec les images que je vous ai mis, ils ont eu le culot de changer l'opening. Oui, bon, ça sonne un peu comme une trahison de la licence. Mais au final, on s'habitue rapidement à ce nouvel opening, et en vrai, je le trouve vraiment cool. Non, le vrai truc important, c'est beau putain! La série déborde de couleurs qui chatouillent la rétine, tout en étant bien dosée et contrastée pour ne pas devenir agressif pour l'œil. Le tout servi par une animation et une réalisation léchée. Je pense à une scène en particulier, utilisant à merveille le clair-obscur pour retranscrire l'état d'esprit des personnages. Et bien sûr, le plus parlant, ce sont les scènes de combat, où... j'aime pas trop l'idée, mais ils ont choisi de faire se dérouler les combats dans une espèce d'espace parallèle dépouillé de tout décor. Sur le papier, je trouve que c'est vraiment une idée à chier, car c'est se priver de la gestion de la spatialité dans la création de chorégraphie. Mais dans les faits, ça offre pas mal de liberté aux animateurs pour suranimer les personnages, les déformer à loisir. Et finalement, ils arrivent à exploiter cet espace épuré comme s'il s'agissait d'un décor à part entière. Et je voudrais finir avec QT Universe en parlant vite fait du design de Oni. Juste pour dire que j'adore le fait qu'ils aient représenté l'état de fatigue de Oni sous sa forme QT Oni, en la faisant refusionner avec sa forme Kisaragi. Ça donne des cheveux magnifiques qui s'allongent dans un dégradé du roux vers le blond que j'adore. En plus de me faire réaliser que Oni est l'une des rares Magical Girls que je connaisse qui a les cheveux plus courts en se transformant. Dans des séries comme Precure, c'est souvent l'inverse, les cheveux s'allongent avec la transformation. Un détail qui peut paraître anodin, mais les cheveux courts sont souvent un trait de chara-design donné à des femmes adultes et en activité, qui va souvent de pair avec une transition du personnage d'une coupe longue vers une coupe courte pour représenter une étape dans l'évolution du personnage. Une sorte de passage à l'âge adulte. Et ce n'est pas pour rien que l'une des seules Magical Girls qui, comme Oni, a des cheveux plus courts quand elle se transforme, c'est Mai dans les Nuits Magiques. Une Magical Girl qui devient plus âgée en se transformant. Oni, quant à elle, passe de la petite lycéenne Kisaragi Oni à la femme forte et active QT Oni. Et un dernier petit détail que j'aime bien dans cette série, j'en ai pas du tout parlé dans cette série de vidéos, mais le costume de Oni a pas mal changé en 50 ans. QT Universe a décidé de reprendre le costume de l'animé de 73. Sauf à un moment, dans son final, où Oni porte le costume du manga de 73. Un détail que j'aime beaucoup. Je pense que ça se sent. J'ai passé un excellent moment devant cet animé. C'était intéressant à suivre, bien animé, et 12 épisodes, c'est juste une longueur parfaite. Même si certains fans auraient voulu que l'anime ne fasse que 6 épisodes et s'arrête à l'endroit où il commence à dévier du manga. Mais bon, c'est toujours le problème du culte de l'adaptation fidèle au support originel, même si dans le cas de QT Oni, parler de support originel, c'est un peu un non-sens. Mais bon, ça c'est un autre sujet, d'une potentielle future vidéo, même si c'est un sujet très complexe. Allez, il reste une mini poignée d'œuvres à traiter avant la conclusion, et je vais passer très rapidement dessus. QT Oni a eu le droit en 2020 à une adaptation au théâtre avec QT Oni Emotional. Une adaptation qui montre que le changement de costume, c'est long. Je n'ai vu que des extraits, mais je pense que pour les biens des spectateurs, Oni ne doit se transformer qu'une seule fois. Mais la pièce compense avec plusieurs personnages avec des pouvoirs visiblement très proches de ceux de Oni. Après, du peu que j'ai vu, ça a l'air assez cool, j'aime bien les costumes, il y a même des chorégraphies de combat qui valent... Bon, qui valent ce qu'elles valent. Les actrices ne sont clairement pas rompues à la pratique du combat chorégraphié,
mais ça passe. Cette pièce aura le droit la même année à une version longue avec Kyuchi The Live Autumn Cultural Festival, une représentation avec des scènes ajoutées, j'ai pas plus d'images à vous montrer, et en 2021, une nouvelle pièce avec le même staff et la même qualité verra le jour sous le nom de Kyuchi Climax. Et on a enfin fini le tour de toutes les adaptations de Kyuchi. Après, j'ai voulu que la liste soit le plus exhaustive possible, mais certaines œuvres ont quand même pu me passer sous le nez. Kyuchi fête aujourd'hui ses 50 ans, et en 50 ans, la licence est partie un peu dans tous les sens, avec des œuvres plus qu'obscures et des caméos et crossovers dans tous les sens. Rien qu'en parcourant ce compte Twitter, j'ai quand même pu découvrir des caméos de Oni dans Attack You, Jeanne et Serge en français, ou dans Mao no Yusei Persia, Vanessa et la magie des rêves, ou encore Pony Pony Dash. Et après tout ça, après ces 50 ans de Kyuchi, peut-on dire que Kyuchi est véritablement une série morte et tombée dans l'oubli? Au Japon, ce n'est pas le cas. Kyuchi est une icône importante, entre le fait qu'elle soit importante pour l'histoire de son médium, en étant l'une des premières, si ce n'est la première héroïne d'un manga provenant d'un magazine shonen, et le fait que ces 30 dernières années dénombrent une quantité assez folle d'apparitions du personnage dans différents médias. On ne peut pas vraiment dire que la série soit morte et tombée dans l'oubli. Mais pour un Français, oui, clairement, la série est tombée dans l'oubli. Chez nous, Kyuchi, c'est au mieux les OAV et le film de Hideaki Anno. Et encore, c'est surtout vrai car il y a tout un culte autour d'Evangelion et de son réalisateur. Et les quelques œuvres Kyuchi qui nous sont parvenues, soit elles n'ont pas marché, soit visent un public vraiment, mais alors vraiment de niche. Souvent des quarantenaires ayant grandi avec le Club Dorothée. Ou alors elles ont une offre vraiment très limitée. Pourtant, je pense que la licence reste indirectement importante pour la culture otaku française. Car, bien qu'elle soit de niche chez nous, Kyuchi a inspiré plusieurs œuvres qui ont forgé notre rapport à cette culture. Et pour la première, j'ai l'impression d'en parler tout le temps, sans vraiment en parler, c'est Sailor Moon. Oui, la série dont Kyuchi a détourné une partie de son succès pour lui est à la base inspirée de Kyuchi. Ça ne saute peut-être pas aux yeux car ce n'est pas vraiment Sailor Moon qui est inspiré de Kyuchi, mais son prototype et préquel, codename Sailor V. Un manga débuté à peu près 5 mois avant la publication de Sailor Moon, qui nous raconte l'histoire de Minako, une jeune fille qui se découvrira des pouvoirs et qui partira dans une mission pour protéger la Terre sous le nom de Sailor V. Dit comme ça, l'histoire est assez classique et pas forcément inspirée de Kyuchi, je vous l'accorde. Mais c'est dans les détails qu'il faut chercher. Sailor V, c'est une jeune femme très belle, avec un chara design très proche de Kisaragi Oni, et utilisant souvent son physique aguicheur pour arriver à ses fins, en alliant ça à un pouvoir de transformation lui permettant de se déguiser en ce qu'elle veut. Elle va même jusqu'à piquer la catchphrase de transformation de Oni. Au bout d'un moment, la référence elle est même plus cachée. Et si on suit son évolution à travers la série Sailor Moon, elle est un peu à part dans le groupe des Sailors du système solaire interne, déjà en ayant le rôle important de leaduse du groupe, mais surtout en étant la seule dont l'élément qu'elle contrôle n'est pas réellement un élément comme l'eau, le feu ou la foudre. L'élément de Sailor Venus, c'est l'amour. Faisant d'elle la guerrière de l'amour, comme une certaine Kyuchi. Quant à la deuxième série grandement inspirée par Kyuchi et ayant un fort impact chez nous, c'est Kill la Kill. L'histoire d'une jeune fille qui se découvre ne pas véritablement être humaine avec un père scientifique de génie se faisant assassiner par une organisation maléfique qui veut lui voler sa plus grande invention, une arme extrêmement dangereuse. Mais il se trouve que le scientifique a caché cette arme dans sa fille, lui offrant des pouvoirs de transformation qu'elle utilisera sous différentes formes selon les circonstances. Le tout baignant dans une nudité décomplexée avec un cast masculin d'âge divers qui cherche en permanence à reluquer l'héroïne dans son plus simple appareil. Est-ce que j'aurais pas déjà mentionné que le créateur de Kill la Kill était le réalisateur de l'épisode 1 de Ryukyuchi? Bon, certes, Kill la Kill n'a pas la même influence chez nous que la Sailor Moon, mais au vu de la fanbase du studio Trigger en France, ce serait assez faux de dire que la série n'a pas d'importance sur notre rapport à la culture otaku. Évidemment, ces deux séries baignent dans plein d'autres influences et de références, Kyuchi n'est que l'une d'entre elles. Mais c'est ça que je trouve intéressant, s'amuser à remonter les inspirations d'une œuvre que l'on aime. Du coup, la vraie question. Par quoi commencer si vous voulez découvrir Kyuchi? Faire comme moi et tout lire, tout regarder? Je ne vous le conseille pas. Commencer par les œuvres de 73, pourquoi pas, c'est une bonne porte d'entrée, peut-être un peu datée quand même. Commencer par les versions de Hideaki Anno?
Ouais, si vous voulez. Perso, je le ferai pas. Commencez par Cutie Honey Flash, peut-être? Franchement, si vous aimez Sailor Moon, il y a des chances que vous accrochiez. Commencez par Cutie Honey Universe. Ouais, pourquoi pas, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Voire même peut-être commencer par Dynamic Heroes. Après tout, c'est une porte d'entrée comme une autre, hein. Pas une bonne porte d'entrée, mais c'est une porte d'entrée. J'ai envie de vous poser une question. Parce que j'imagine que mon public regarde majoritairement des animés et lit majoritairement des mangas. Est-ce que vous avez déjà lu un comics de super-héros? Genre DC ou Marvel? Si oui, vous avez commencé par quoi? Les premières aventures du personnage? Un reboot ou une version alternative? Un des récits les plus populaires? Une histoire hors continuité? Ou vous avez pris l'aventure en cours de route sans connaître les 20-30 ans d'histoire du personnage qu'il y a eu avant? Pourquoi je vous retourne ces questions? Car si vous avez fait attention, tout au long de ces 4 vidéos, j'ai désigné Oni comme étant une vigilante, et j'ai fait des comparaisons avec des personnages comme Batman ou Venom. Si on prend l'ensemble de ses œuvres, Cutie Honey en fait c'est une franchise, avec une structure n'étant pas sans rappeler un comic books américain de super-héros, avec aucune porte d'entrée vraiment claire, des récits dans tous les sens faisant souvent fi d'une quelconque continuité, mais des fois s'y rattachant, des reboots du personnage, et des tas de crossovers dans tous les sens. Beaucoup d'histoires assez osef pour une petite poignée qui en valent vraiment le coup, et Cutie Honey, c'est clairement une héroïne en lycra. Si elle n'était pas un personnage de manga anime, elle aurait clairement sa place dans un comic books de super-héros. D'ailleurs, Cutie Honey fait pas mal débat au sein de la communauté Magical Girl, certains trouvant son statut de Magical Girl illégitime, car trop super-héroïne et pas assez magique. Et d'autres trouvent qu'elle a parfaitement sa place et qu'elle est importante pour l'évolution du genre. Un débat où il y a pas mal de choses à dire, mais pas pour cette vidéo. Sujet trop compliqué. Mais du coup, je réponds pas à la question de base. Par quoi commencer Cutie Honey? Pourtant, je vous ai déjà répondu. Cutie Honey, c'est presque une héroïne de comic book. Commencez par la série qui vous le fait plus envie. Tout simplement. Après, si vous voulez mon avis purement personnel, parce qu'il y a le principe d'un avis en fait, d'être personnel, donc c'est con ce que je suis en train de dire, c'est pas grave. Bon allez, si je devais conseiller une poignée d'œuvres pour commencer Cutie Honey, j'en citerai au moins 2. Cutie Honey Universe et Cutie Honey Flash. Sur ce, il est temps que je vous libère et que je me libère de cette série de vidéos sur Cutie Honey qui m'a bouffé quasiment 1 an de ma vie. J'aurais pu parler d'autre chose en 1 an. Tant pis. Mais avant de vous laisser, je voudrais savoir, est-ce qu'avant cette série de vidéos, vous connaissiez Cutie Honey? Et si oui, vous avez commencé par quelle série? Et aussi, vous en avez pensé quoi? Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui ne parlera pas de Cutie Honey. Allez, à plus.